Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue de manière toujours aussi subjective les nouveautés à apparaître en juin 2024 chez Panini Comics, ou plus exactement les nouveautés à apparaître entre le 29 mai et le 19 juin, histoire de se caler avec les dates qui se trouvent dans leur checklist mensuelle qu'on retrouve sur leur blog. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. En 100% Marvel, sorti du deuxième et dernier tome des Gardiens de la Galaxie, de Colin Kelly, Jackson Lanzing et Kev Walker. Ouais, encore une série qui dépasse pas les 2 tomes, soit 10 numéros en single. Ça devient la norme chez Marvel, hormis les gros titres de la franchise, c'est devenu quasiment impossible pour un titre de mid-list de durer plus de 10 numéros. Et c'est valable pour des séries comme Deadpool ou, en l'occurrence, les Gardiens de la Galaxie. La série était pourtant pas mauvaise, un gros space opéra dans lequel les gardiens doivent affronter un de leurs anciens membres. Et puis surtout, c'était dessiné par le toujours très bon Kev Walker, donc franchement, au milieu d'une production Marvel globalement morose, ça faisait plutôt figure de bon titre. Bon bah tant pis, au revoir les gardiens, on retentera la prochaine fois. Autre série arrêtée au bout de 10 numéros, mais qui débute seulement en France ce mois-ci, Blade par Brian Hill et Elena Casagrande. En 2 mots, Blade vient en aide à une jeune femme en détresse et se retrouve à ouvrir la porte à une menace d'ampleur cosmique. Il serait pas un peu con-con, Blade? C'est en tout cas comme ça que le présente Brian Hill, badass, poseur et un peu bas du front. Le scénario vole pas très haut, contrairement au personnage d'Elena Casagrande, toujours aussi efficace quand il s'agit de faire virevolter ses héros dans tous les sens. Comme quasiment chaque mois, Panini n'oublie pas les nostalgiques des 90s, cette fois ils pourront se ruer, pas tous à la fois, sur Silver Surfer Legacy, par les 2 Ron, Mars et Lim, titre qui fait donc suite à Silver Surfer Rebirth, déjà par les mêmes, et qui contentera peut-être ceux qui ont apprécié leurs prestations sur la série régulière au début des années 90. Nostalgie toujours avec X-Men Futur Antérieur, La Genèse, de Mark Guggenheim et Manuel Garcia, qui revisite donc l'un des récits les plus fameux de la période Claremont-Byrne. Évidemment, c'est pas la première fois que Marvel remet en scène ce futur où la quasi-totalité des mutants a été éradiquée. Cette mini-série vise à raconter sur plusieurs décennies comment on en est arrivé au monde décrit dans ces épisodes originaux. Concrètement, il s'agit d'une succession de scènes qui, quasi systématiquement, se terminent par la mort d'un ou plusieurs mutants. Ou non mutants d'ailleurs. En fait, la plupart des héros vont passer à la casserole les uns après les autres. Ça donne une lecture assez répétitive et finalement ça n'apporte à peu près rien au récit original. Reste que la prestation de Manuel Garcia est assez chouette, c'est toujours ça. Sorti également de Marvel Pride 2024, c'est devenu un rendez-vous régulier à cette époque de l'année, soit une bonne demi-douzaine de récits relativement courts qui visent à célébrer la diversité et l'inclusivité. C'est plein de bonnes intentions et de bons sentiments. Malheureusement, que ce soit côté scénario ou côté dessin, rien de bien enthousiasmant à se mettre sous la dent. Tant pis, on retentera l'an prochain. On clôt le chapitre 100% Marvel avec les revues du mois. Fall of X numéro 6 et 7 avec les séries habituelles et mon retard de lecture habituel qui fait que je ne peux pas en dire grand chose de plus. Et puis Marvel Comics numéro 6 avec une nouvelle série au programme, le numéro 1 de Superior Spider-Man Returns par Dan Slott et Mark Bagley. Alors, il ne s'agit pas d'un retour à la période où le Dr Octopus occupait le corps de Peter Parker. La série s'inscrit dans la continuité actuelle du tisseur, ou ce qui en tient lieu. Je sais pas trop où ça va, mais au moins on a Mark Bagley au dessin, c'est déjà ça. À côté de ça, début du 2e arc des Avengers de Jed McKay et C.F. Villa, 4e épisode d'Immortal Thor par Al Ewing et Martin Coccolo, Invincible Iron Man continue de s'incruster dans les intrigues de Fall of X, et enfin 3 épisodes d'Amazing Spider-Man par Zeb Wells, Patrick Gleason et Ed McGuinness. En Marvel Must-Have, Panini continue de mettre à l'honneur des titres des débuts du label Marvel Knights, et après Inhumans le mois dernier, on retrouve à nouveau Jaeli au dessin sur Fantastic Four 1, 2, 3, 4, une mini-série écrite par Grant Morrison. Et c'est une mini-série assez curieuse. Sur le fond, c'est le Docteur Doom qui, une fois de plus, s'attaque au fantastique, mais tout ça se déroule dans une ambiance très étrange, éthérée, où les personnages passent plus de temps à s'interroger sur leurs sentiments et sur leurs émotions qu'à affronter leur adversaire. Et le dessin de Jaeli accentue encore cette impression, d'autant plus que l'action, quand il y en a, est assez peu spectaculaire.
Grant Morrison donne à voir une famille en apparence dysfonctionnelle, mais qui, malgré tout, reste soudée face à l'adversité, mais tout ça est fait avec beaucoup de maniérisme et se prend un peu trop au sérieux. L'autre Marvel Must-Have du mois, c'est Jessica Jones alias Investigation, qui regroupe les 9 premiers épisodes de la série Marvel Max de Brian Michael Bendis et Michael Gaydos. Marvel Max, c'était la ligne adulte de Marvel au début du siècle, et Alias était une des 3 séries qui l'ont inaugurée à l'époque. Et c'est parmi ce que Bendis a fait de mieux. Un mélange de super-héros et de polar très sombre, avec une héroïne torturée dont on apprendra plus tard dans la série la raison de son mal-être profond. C'est une série qui a déjà été publiée dans de multiples formats, elle est d'ailleurs toujours disponible en Marvel Deluxe, format que je conseillerais davantage que celui-ci, mais quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas, ça peut être une bonne occasion de la découvrir ici. En Marvel Deluxe, justement, sorti enfin du 2e tome de Thor par Donny Cates et Nick Klein, qui malheureusement cèdent un peu trop souvent la place à d'autres artistes. Le premier tome est paru il y a plus d'1 an et demi maintenant, il était temps que cette suite paraisse. C'est le dernier bon truc qu'a signé Donny Cates, d'ailleurs si Panini envisage de publier la suite et fin de ce run dans un prochain Deluxe, un conseil, abstenez-vous. Ici, comme dans les épisodes précédents, Cates donne à lire de l'épique, du cosmique et du brutal. C'est pas ce qui s'est fait de plus subtil avec le personnage, mais le scénariste propose suffisamment de bonnes idées pour faire de ces épisodes une belle réussite, d'autant plus que la prestation de Nick Klein est au diapason. J'en reparlerai quand il sera sorti. Sorti également du tome 1 des X-Men de Jerry Duggan et Pepe Larraz, qui met en scène une nouvelle équipe de X-Men suite au premier Hellfire Club, une équipe chargée d'interagir davantage avec le reste de l'univers Marvel. C'est sympathique, mais ça fait pas de cette série la locomotive des séries mutantes. Ce rôle, il est plutôt tenu par Immortal X-Men de Kieron Gillen et Lucas Werneck, dont le premier tome réunit les 10 premiers numéros de la série. C'est ici que l'avenir de l'ensemble des mutants se joue et que les alliances se font et se défont entre les principaux leaders de la communauté mutante. Gillen est très bon dans ce registre et ça fait d'Immortal X-Men une série vraiment conseillée. Du côté des intégrales, après Howard the Duck, Panini nous ressort une autre curiosité Marvel des années 70, Werewolf by Night, l'intégrale 1971-1973 de Jerry Conway, Len Wein et Mike Ploog. On est pile à la période où le Comics Code Authority a un peu relâché ses règles et où Marvel va lancer tout un tas de séries d'horreur mettant en scène Frankenstein, Dracula, la momie et d'autres figures classiques du fantastique. Ici, le rôle principal est donc tenu par un loup-garou, en fait un gamin ordinaire qui découvre le jour de ses 18 ans qu'il a hérité d'une malédiction de son père. A partir de là, notre loup-garou va passer l'essentiel de son temps à affronter des occultistes déments, des savants fous et des satanistes cinglés. C'est surtout intéressant graphiquement pour le travail de Mike Ploog, plus à l'aise lorsqu'il s'agit d'illustrer des monstres que des gens ordinaires, mais qui parvient aussi remarquablement bien à créer une ambiance macabre qui donne sa tonalité à la série. Malheureusement, après les 3 premiers épisodes, il cesse de s'ancrer lui-même et le résultat devient aussitôt beaucoup plus aseptisé. Ça reste toutefois une curiosité de l'époque plutôt intéressante, qui n'évite pas toujours le ridicule, mais qui offre tout de même quelques bons moments. Sorti également du volume 1 de l'intégrale X-Men 1998, avec l'arrivée sur la série du scénariste Steve Seagle et surtout du dessinateur Chris Bacalo. Si dans les premiers épisodes on lui a visiblement demandé d'imiter autant que possible le style de Joe Madureira, il va au fil des mois prendre ses aises et développer son style propre. Ça donne une mise en page sans arrêt inventive, même si ça se fait parfois au détriment de la lisibilité, et c'est ce qu'on retient avant tous ces épisodes. D'ailleurs, dès qu'il est remplacé le temps d'un numéro, l'intérêt tombe à peu près à 0. Cette intégrale contient les épisodes 351 à 359 d'Uncanny X-Men, plus l'annual avec les Fantastic Four de 1998 par Joe Casey et Paul Pelletier, et un récit sans grand intérêt extrait de X-Men Unlimited numéro 18 par Tom DeFalco et un Marcello Frusin qui fait ici ses débuts américains. On continue avec l'intégrale Captain Marvel 1978-1982 qui conclut l'histoire de ce personnage. On a les derniers épisodes de sa série régulière, puis la suite parue dans Marvel Spotlight, avec notamment un épisode par Steve Ditko et surtout un autre dessiné par Frank Miller. Et puis on a la mort du personnage dans le graphic novel de 1982, écrit et dessiné par Jim Starlin. Récit que Panini a réédité tout récemment en Marvel Must-Have. Enfin, on trouvera au sommaire une curiosité, un court récit paru dans Logan's Run, le comic book adapté du roman et du film L'Âge de Cristal, un récit dessiné par George Pérez et qui met en scène un affrontement entre Thanos et Drax.
Nouvelle édition enfin de l'intégrale 1981 de Spectacular Spider-Man avec les épisodes 50 à 61 plus l'annual numéro 3. Plutôt une bonne période pour la série, principalement écrite par Roger Stern, même si, côté dessin, on n'a pas vraiment d'artistes réguliers, aucun ne restant en place plus de 3 épisodes d'affilée. Néanmoins, on apprendra dans cette intégrale la vérité sur les extraterrestres qu'a affronté le Teaser dans Amazing Spider-Man numéro 2, on découvrira qui a assassiné toute la famille du White Tiger, on assistera à la deuxième apparition du Hobgoblin, et puis on retrouvera divers adversaires traditionnels de Spider-Man, du bricoleur au scarabée, en passant par les très ridicules Gibbon ou Ringer. En omnibus, sorti du Namor de John Byrne, une série parue en France dans Strange au début des années 90 et jamais rééditée depuis. Et c'est du bon John Byrne qui parvient ici à apporter pas mal de nouveautés dans l'univers du Prince des Mers, notamment en faisant de lui un homme d'affaires qui va passer autant de temps à affronter ses adversaires dans les cabinets d'avocats qu'à leur coller des bourre-pifs. Byrne assure seul les 2 premières années de la série avant de céder sa place de dessinateur à un nouveau venu dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Jaeli. À l'époque, Jaeli a à peine 20 ans, c'est vraiment son premier boulot professionnel, et si c'est loin de la qualité dont il fera preuve par la suite, ça reste des débuts assez marquants qui faisaient entrer un certain vent de fraîcheur chez Marvel. Avec son arrivée, la série prend une tournure très différente, d'ailleurs John Byrne va assez vite quitter définitivement le titre et céder la place de scénariste à Bob Arras. Cet omnibus réunit les 40 premiers numéros de la série, plus 2 annuals et un crossover avec d'autres séries dont les têtes d'affiche ont toutes fait partie à un moment ou à un autre des Defenders, Hulk, Silver Surfer et Doctor Strange. Bref, je suis pas du tout sûr de me procurer cet omnibus, mais j'avoue que ça me tente quand même de relire ces épisodes 30 ans plus tard. En kiosque, sorti du numéro 6 des Icônes de Marvel, un numéro consacré à Deadpool, avec comme d'habitude un pot pourri de tout et n'importe quoi, le premier numéro de sa série de 1997 par Joe Kelly et Ed McGuinness, le numéro 22 de la série de 2008 par Daniel Way et Tan Heng Yuat, le one-shot Wolverine Deadpool The Decoy par Stuart Moore et Sean Crystal, les numéros 20 et 28 de la série de 2013 par Jerry Duggan, Brian Posehn et Scott Koblish, Spider-Man Deadpool numéro 7 de 2016, à nouveau par Jerry Duggan et Scott Koblish, et enfin un récit extrait de Deadpool 900 de 2009, je suppose, mais sans garantie, qu'il s'agit de l'histoire de Fred Van Lante et Dalibor Talajic, dans lequel Deadpool affronte des mimes. Sorti également d'un nouveau magazine baptisé Spider-Man Géant, un trimestriel de 192 pages qui s'adresse visiblement à un plus jeune lectorat puisque on trouve au sommaire des séries du label Marvel Age que Marvel publiait il y a 20 ans et qui revisitait les premières histoires de Marvel dans une optique plus moderne. On a donc au sommaire les 4 premiers numéros de Marvel Age Spider-Man par Daniel Quantz et Mark Brooks, Marvel Age Spider-Man Team Up numéro 2 par Todd DeZago et Lou Kang, où Spider-Man fait équipe avec Captain America, Marvel Age Fantastic Four 1 et 2 par Sean McKeever et Makoto Nakatsuka, et enfin Marvel Age Hulk numéro 1 par Mike Reicht et Joe Dodd. Toujours à l'attention des jeunes lecteurs, mais en librairie cette fois, sorti des aventures de Spider-Man, un tourbillon d'aventures, 4 épisodes de Marvel Adventure Spider-Man, écrits par Peter David, Fred Van Lante et Mark Sumerak, et dessinés par Popman, Corey Hampshire et Carlos Ferreira. Et dans la même collection, sorti des aventures des Avengers, un vrai fléau, avec les numéros 7 à 10 de Marvel Adventures Avengers, écrit par Tony Bedard et Jeff Parker, et dessiné par Shannon Gallant et Juan Santa Cruz. Et ça, c'est un truc dont je recommande la lecture, aux petits et aux grands, parce qu'on a ici l'épisode dans lequel les Avengers sont transformés en MODOK. Et vraiment, je n'échangerai pas cet épisode d'Avengers contre le run complet de Brian Michael Bendis. On reste dans le registre Bienvenue aux nouveaux lecteurs avec un titre qui paraît en Marvel Next Gen, Spidey le débutant, qui réédite les 12 numéros de la série de 2015, écrite par Robbie Thompson et dessinée par Nick Bradshaw, André Lima Araujo et Nathan Stockman. Et mine de rien, c'est quand même infiniment plus agréable à lire que les nazeries de Zeb Wells sur Amazing Spider-Man. Et enfin, toujours à l'attention des nouveaux lecteurs, je n'oublie pas la deuxième salve de titres Marvel Poche, avec le tome 3 d'Ultimate Spider-Man, toujours par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, le tome 2 de The Ultimates qui contient la première moitié de la deuxième série Ultimate, avec toujours Mark Millar et Brian Hitch, le deuxième et dernier tome d'Avengers vs X-Men, celui-ci par contre je conseille pas du tout, et puis aussi une nouvelle série, le tome 1 d'Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday. Effectivement, cette série, c'est une bonne porte d'entrée sur l'univers mutant,
pas besoin de connaître grand chose avant de la lire, et en plus c'est plutôt bon. À l'époque, l'arrivée de Joss Whedon, le créateur de Buffy sur la franchise X-Men, ça a quand même fait grand bruit, et il s'avère que le résultat était à la hauteur des espérances. Classique, mais bien foutu. Donc, bon choix de la part de Panini. À ces 4 Marvel Push, il faut encore ajouter le tome 2 de The Boys, de Garth Ennis et Darick Robertson. Là encore, très bon choix, histoire de montrer que les comics chez Panini ne se limitent pas à la franchise Marvel. Et à ce propos, en indé, Panini ressort Made in Korea de Jeremy Holt et George Schall. Alors, c'est pas une nouvelle édition, c'est juste que quand Panini l'a sorti début 2023 à 22€, ils ont dû vendre que dalle, du coup, il leur reste des palettes d'invendus sur les bras qu'ils ont donc décidé de proposer au prix découverte de 10€. Là, effectivement, c'est déjà plus intéressant. Bon, ceci dit, même à ce prix-là, je pense pas le prendre, j'en ai déjà parlé à l'époque de sa première sortie. Il y a des idées intéressantes dans cette histoire d'androïde adopté par une famille sans enfants, mais le récit se perd en route et finit par aboutir à peu près nulle part. Ceci dit, Panini a d'ores et déjà prévu de refaire cette même opération avec d'autres de leurs titres indés qui ne se sont pas vendus. On en parlera le moment venu. Pour en terminer avec le programme du mois, sortie annoncée de Marvel, Super-Héros et compagnie, un livre qui paraît dans le cadre de l'exposition qui se tiendra à Angoulême à partir du mois de juin, une exposition que l'on doit à Xavier Fournier et Jean-Philippe Martin. Au sommaire de cet ento, des choses très classiques, comme des épisodes d'Amazing Spider-Man par Stan Lee et John Romita, et puis d'autres plus atypiques, comme le premier numéro de Strange Tales, une mini-série dans laquelle les auteurs indés étaient invités à venir s'amuser avec les personnages Marvel. Dans ce premier numéro, on avait par exemple les Inhumains dessinés par Paul Pope, le Doctor Strange par Dash Shaw, Hulk par James Kochalka, ou, encore mieux, par Peter Bagg, ou encore les moments les plus embarrassants de l'univers Marvel par Johnny Ryan, l'auteur, entre autres, de Fuck My Son. Tout ça laisse présager d'une exposition qui ne devrait pas se limiter au traitement classique de l'univers Marvel, et j'avoue que ça donne pas mal envie d'aller y faire un tour. Terminons comme toujours par les sorties Star Wars du mois, sortie du tome 2 d'Histoire de l'hyperespace, dont chaque épisode est réalisé par une équipe différente, sortie également du 4e et dernier tome de Dark Droids, avec au sommaire des épisodes de Dark Droids D-Squad, Bounty Hunters, Darth Vader, Star Wars et Dr. Aphra. Et, puisque je viens de la citer, sort en Star Wars Deluxe le premier tome de Dr. Aphra de Kieran Gillen et Kev Walker, qui réunit les 13 premiers numéros de la série, à l'exception des épisodes 7 et 8 qui faisaient partie du crossover La Citadelle Hurlante et qu'on retrouve dans le Deluxe éponyme, plus l'annual numéro 1 par Gillen, Mark Laming et Will Sliney. Dr. Aphra, ça fait partie des rares titres Star Wars récents que j'ai lus, en tout cas ses premiers épisodes, et que je peux conseiller. Le personnage est un mélange de Han Solo et de Lara Croft en mode salopard, accompagné d'un Wookiee homicidaire et de 2 droïdes psychopathes. Ça donne une lecture vraiment fun, qui se lit très bien indépendamment des autres titres, et c'est dessiné, une fois de plus, de main de maître par Kev Walker. J'ai commencé cette vidéo en parlant de son travail sur les Gardiens de la Galaxie, la boucle est donc bouclée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite, autrement dit la vidéo consacrée aux autres éditeurs de comics français. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.